Chalum-Besançon, il est 18h. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Soyons Sport. On est ensemble de 18h à 20h. J'espère que vous allez passer un bon moment avec nous pour parler sport, bien évidemment. On est avec Fred. Bonsoir Fred. Salut Fred, bonsoir à toutes et à tous. Bon, j'espère que ça va bien. Oui, bon, malgré un week-end plutôt moyen, c'est personnellement pas trop bien passé au niveau sportif. Oui, les résultats sont là pour certaines équipes et pas là pour d'autres. C'est le jeu. On en parlera tout à l'heure. C'est ça, c'est le jeu des week-ends sportifs. Arthur ne sera pas présent ce soir. Il avait des obligations professionnelles, donc il voulait nous joindre un peu plus tard dans cette émission. Mais on l'aura peut-être au téléphone justement pour parler du projet Socio Show dont il fait partie. On reviendra également donc, sur ce qui s'est passé. On va parler un petit peu Ligue des Champions avec tout ce qui s'est passé. On a vécu des demi-finales de dingue, on peut dire ça. Tellement il y a eu beaucoup d'émotions sur en tout cas sur les deux différentes pelouses. Également, on parlera de l'Europa League. On reviendra sur ce qui s'est passé pour la 36e journée en Ligue 1 avec des équipes contentes, des équipes malheureuses. On reviendra sur tout ce qui s'est passé. On verra également sur ce qui va peut-être se passer, on l'espère, avec le maintien du FC Sochaux Montbéliard. Ce sera ce vendredi soir du côté du Stade Bonal face à Grenoble. Vous savez, il y a un huis clos pour cette rencontre. Personne ne pourra assister à cette rencontre. On reviendra sur ce qui va se passer autour de cette rencontre et puis également de ce huis clos avec vous toutes et tous. On espère que vous interviendrez ici en direct. On reviendra également sur National 3, National 2, sur ce qui s'est passé ce week-end, sur le handball également avec le SBF, le GBDH, Palante, Vesoul, que sais-je, tous les clubs. Et également on reviendra sur le basket avec le Bezac qui a donc terminé sa saison en National 1. Eh bien Fred, moi je te propose de commencer avec la Champions League, avec ce qui s'est passé lors de ces deux demi-finales, donc en Champions League et également en Europa League. On va mettre le petit jingle qui va bien, allez.
bon, on l'aime bien cette musique, mais à un moment donné, il faut qu'elle s'arrête également pour qu'on puisse justement parler de ces demi-finales avec justement tout d'abord Liverpool qui recevait le FC Barcelone. Liverpool avait 3 buts à remonter, on pensait toutes et tous, hein, même nous on avait donné les pronos, d'ailleurs on s'est tout foiré sur nos pronos. Donc on pensait tous que le FC Barcelone allait s'imposer tranquillement, enfin s'imposer, tout du moins se qualifier tranquillement du côté de Liverpool. Eh bien non, pas du tout, car c'est dès la 7e minute de jeu qu'Origi marque le but, en tout cas une frappe détournée, et Origi est bien placé pour reprendre le ballon. 54e, alors je vais essayer de bien le prononcer, hein, c'est pas facile. Wishnaq Doom, 54e et 56e qui marque coup sur coup. Et Origi, 79e, donne la qualification à cette équipe de Liverpool. Un corner qui est vite tiré, l'équipe de Barcelone n'est pas en place. Et finalement, c'est le 4e but et surtout le but de la qualification pour Liverpool pour la finale de la Champions League. Avec un Barcelone... un Barcelone un petit peu moins bien avec Lionel Messi qu'on n'a pas vu dans cette rencontre. Mais je vous propose tout d'abord d'écouter le résumé de ce qui s'est passé dans cette demi-finale. Ils prennent le temps de construire leurs attaques, ils n'ont pas envie de jouer long trop vite. Attention, c'est une passe en retrait. Allez qui récupère le ballon, Anderson là, sur de réparation, Anderson une fois, deux fois. Très rapide à la 7e minute. Origi. Il y a Alexander Arnold qui s'est bien repris là sur ce ballon perdu. Il a gratté dans les pieds de Jordi Alba. Le centre, la frappe. Wijnaldum pour le 2e but direct de Liverpool. Shaqiri pour la tête de Wijnaldum. Il remet les compteurs à 0 avec ce magnifique centre de la part de Shaqiri qui n'avait pas été au niveau toute la première mi-temps. Certainement Jürgen Klopp a trouvé les bons mots et là il dépose ce ballon sur la tête de Wijnaldum. Encore une fois, placé là pour créer le surnom. Ils sont devant tout le monde, ils sont attentistes les Barcelonais, ils l'ont pris dans les dents. Et alors là, il va falloir être très très solide pour Barcelone. Il a pas donné l'opportunité. Oh là là, Attention, on joue rapidement. Origi, le corner rapidement joué avec Shaqiri. Magnifique. Même Ter Stegen, regardez, il regarde plus le ballon. Incroyable faute de concentration. Et il le paye encore très cher. Mais c'est tellement logique, Jeannot, tellement logique de ce qu'on voit depuis le début de la 2e mi-temps. C'est terminé. C'est terminé. On file. Chavire de bonheur. Rouge de bonheur. 4-0 face à Barcelone. 4-0 face à Barcelone. Donc je pourrais quand même dire, bon, moi au mois de septembre, j'étais du côté d'Anfield Road. J'ai assisté à la rencontre entre Liverpool et le PSG qui s'était soldée par une victoire de Liverpool 3-2. Bon, je suis quand même allé voir peut-être le futur champion d'Europe. On ne sait pas, hein. On ne sait pas trop. Bon, Fred, un petit avis sur Liverpool. Oh, il dort là, je l'ai réveillé. Non, je dors pas, mais Ah, moi, c'est vrai, c'est une surprise hein, que Liverpool aille en finale, et que battre Barcelone, alors qu'ils avaient perdu 3-0 à l'aller. puis les battre 4-0, c'est surtout ça. Oui, Ça, c'est fort, hein. C'est fort. ouais, Mais c'est il y a très fort. Il n'y a que Liverpool qui était capable, en tout cas, d'un tel exploit. Et on va voir qu'il y a aussi une autre équipe anglaise. Le football anglais est... On va dire qu'il est bien représenté cette fin de saison. Là. il est bien représenté, que ce soit en Champions League ou en Ligue Europa. Bon, On va dire que c'est après, une finale 100% anglaise pour les deux. On va dire tout de suite. ce sera après il faut fait. être honnête, c'est aussi le football anglais qui a les droits télé les plus élevés au monde. Donc forcément, il y a aussi un petit peu de retour là-dessus. Et puis, on va justement regarder ce qui s'est passé. Non, on va déjà écouter Divock Origi, le double buteur dans cette rencontre, qui est passé du côté de Lille. On va écouter justement ce qu'il a dit après à cette rencontre.
Non, c'est incroyable. Quand tu vois le match, quand gagner 4-0 contre le Barça, c'est quelque chose que vous savez que ça allait être dur, mais les émotions, le match, après les émotions du fan aussi, ça fait que c'était une soirée incroyable. Déjà, on sait qu'on a une super équipe, on a des très bons joueurs et on mélange ça avec la mentalité. On se bat pour chaque ballon et ça fait quelque chose d'incroyable. Et on sait que que venir à Anfield, c'est dur, surtout une soirée comme ça où il faut gagner. Donc après, on l'a fait. Et voilà, maintenant on profite tous ensemble. On l'a pas encore vu. Je pense qu'il était encore... Ou vos coéquipiers, qu'est-ce que vous êtes dit ensemble? Juste crier, on était tous contents, tu vois. C'est spécial, c'est difficile à décrire avec des mots, mais voilà, je pense que le coach après va rentrer, il va nous dire quelques mots, mais on sait qu'on va aller au final, donc ça c'est déjà incroyable. On a fait notre 4-3-3 comme d'habitude, mais on savait qu'aujourd'hui il fallait être plus offensif, il fallait prendre des risques, il fallait jouer avec un grand cœur. Et voilà, c'est notre force. On a pris beaucoup de risques. On sait que du gardien jusqu'au attaquant, et tout le monde devait être attentif, et à la fin on l'a fait. Donc 4-0 contre le Barça. C'est pas facile, on a beaucoup de respect pour cette équipe, mais après on l'a fait, c'est la mentalité qui a fait la différence. C'est la mentalité anglaise qui a fait la différence, c'est ce que dit Divock Origi, et c'est vrai qu'on sait que dans le football anglais, les équipes ne lâchent jamais rien. Eh bien, en tous les cas, elles n'ont rien lâché, et surtout Liverpool s'est qualifié pour la finale qui aura lieu où d'ailleurs, Fred, tu vas nous dire? À Madrid, mais pas le stade du Real, mais celui de l'Atlético Madrid. Chez les Colchoneros. Les Colchoneros, et non pas chez les Galactiques, les ex-Galactiques. Oui, les ex-Galactiques, parce qu'ils ne sont plus vraiment galactiques hein, maintenant. Ils ont un peu perdu de leur superbe. On va maintenant s'intéresser à la deuxième rencontre qui avait lieu le lendemain. En tout cas, la veille déjà. Oui, en plus, on a commencé par le mauvais bout. Hein. Mais c'est pas grave. Tottenham qui s'était incliné chez lui face à l'Ajax 1-0. Bon, on se disait que l'Ajax allait pouvoir faire quelque chose, peut-être se qualifier. On sait que c'est une équipe très jeune, cette équipe de l'Ajax. Et pourtant, ça commence bien dès la 5e minute de jeu par De Ligt, qu'on annonce peut-être du côté du Paris Saint-Germain. Et ensuite, c'est Ziyech à la 35e minute de jeu. L'Ajax mène 2-0. Bon, on se dit que ça y est, c'est fait. Tottenham ne va pas pouvoir revenir dans cette rencontre. Et je ne sais pas ce qui s'est passé dans le vestiaire justement des joueurs de Tottenham. Et finalement, Lucas Moura va signer un triplé 55e, 59e et 96e minute de jeu. Allez, je vous propose d'écouter le résumé. On n'en perd pas une miette. Et attention aux frissons. Allez, ils ont des arguments hein, dans l'axe pour jouer ces ballons de la tête. C'est bien parti. oui, il l'avait. C'est lui encore. C'est lui. Quel symbole! Le jeune capitaine, le prodige, Mathys de Ligt. Il n'était pas né lors de la dernière finale de Ligue des Champions. C'est peut-être lui qui va envoyer l'Ajax à Madrid le 1er juin. Au vent de mec, quel ballon chippé. Et là, ça peut faire mal. Côté gauche. Tadic avec Ziyech. Il l'a mis au fond. Quelle action. Hakim Ziyech. Oh, ça sent bon la finale. Ce ballon. Allez, il faut aller au bout. Il faut aller au bout. Et oui, Lucas. Quel contre. Fantastique. Supersonique. Et l'espoir revient. Entretenu par Lucas. Son à la retombée. Ouais, le petit décalage. Il est bon ce ballon. Oh, l'arrêt de Nana, qu'est-ce qu'il a fait? C'est un magicien. Ça revient encore sur Lucas. Oh, il l'a mis. C'est fou. C'est dingue. Incroyable. Lucas. Ce match bascule de nouveau. Cette Ligue des Champions est surréaliste. Et Tottenham reprend définitivement espoir. Ben Davis, Son. Les dernières secondes, le ballon de Sissoko. Vers Llorente, c'est maintenant ou jamais Tottenham. Dele Alli, vers Lucas. Non, c'est pas possible. C'est pas vrai ce qu'il a fait, Lucas. C'est lui qui les envoie en finale. C'est dingue. C'est fini. C'est terminé. Tottenham réalise les plus bels exploits de son histoire. C'est historique. Les Spurs disputeront la première finale de Ligue des Champions.
Et oui, leur première finale de Ligue des Champions à Hugo Lloris, à Lucas Moura également. En tous les cas, il a quitté le PSG, il est arrivé en Angleterre, il a été souvent critiqué, Lucas Moura, mais en tout cas, il a répondu de belle manière. C'est ça, il faut toujours répondre sur le terrain. En tout cas, il l'a fait, il a signé un triplé et surtout, il envoie Tottenham en finale de la Champions League. Eh bien, on va l'écouter, Lucas Moura, qui justement revenait sur ses impressions, sur les critiques qu'il y a eu envers lui quand il est arrivé en Angleterre. C'est impossible d'expliquer ces moments. C'est les moments qu'on cherche, que tous les jours cherchent. Depuis que j'étais petit, j'avais le rêve de jouer la Champions League, de gagner la Champions League. Et maintenant, j'ai l'opportunité de jouer la finale. Je suis très très content, je suis très fier de mon équipe. J'ai toujours cru que ce moment il allait arriver. Là, il faut profiter. Je suis très très content. C'est impossible d'expliquer l'émotion. Lucas, Christian Eriksen a dit Tottenham doit faire une statue à Lucas. Est-ce que, une fois dans vos rêves, vous pensiez mettre 3 buts, un triplé en demi-finale de Champions League et qualifier votre équipe? C'est difficile, mais je dis tout le temps que Dieu, tout le temps, il arrive avec quelque chose qui va nous surprendre. C'est difficile d'expliquer, il n'y a pas de mots, en ce moment, tout le monde a trop travaillé. Je suis fier de tout le monde. C'est pas que moi, c'est tout le monde, toute l'équipe, tout le monde a travaillé et on le mérite. On le mérite et lui aussi il le mérite car il a quand même ramené un triplé. Il a fait un triplé dans cette rencontre et il mérite aussi bien évidemment son moment de gloire, tout comme l'équipe de Tottenham qui n'a rien lâché. Peut-être que cette mentalité, il faudrait peut-être l'appliquer aussi certaines fois au foot français. Il va falloir en tout cas s'en inspirer car c'est vrai que les équipes anglaises ne lâchent jamais rien. Eh bien, c'est simple, il faut aussi s'en inspirer du côté que ce soit des équipes françaises quand elles jouent la Champions League ou l'Europa League. Je vous propose justement c'est une belle transition avec l'Europa League. En tout cas, la finale aura lieu, donc ça sera Tottenham-Liverpool, ce sera ce 1er juin à 21h, donc on vous l'a dit tout à l'heure, dans le stade de l'Atlético Madrid. On va s'intéresser cette fois-ci aux résultats des demi-finales de l'Europa League avec Arsenal qui avait battu le FC Valence au match aller 3-1. Et Arsenal qui est allé s'imposer du côté de Valence 4-2. Des buts, et pourtant c'est Kevin Gamero dès la 11e minute de jeu, le français qui marque, qui ouvre le score. Ensuite Aubameyang 17e égalise avant que Lacazette, un autre français, vous allez voir à 50e, il n'y a que des buts marqués par des joueurs français dans cette rencontre. Avec Lacazette 50e qui donne l'avantage 2-1. Kevin Gamero égalise 2 buts partout 58e. On dit que ce match va devenir fou. Et il est devenu un peu fou en fin de match avec 69e un doublé et surtout 88e un triplé pour Aubameyang. Et ça fait 4-2. Arsenal se qualifie donc. Et je vous propose d'écouter le résumé de cette rencontre. Valence-Arsenal. Attention, ça décoiffe. Guedes, il a fixé Socrates, c'est bien fait pour Rodrigo. Et Gamero. Quelle combinaison, quel mouvement collectif de tous côtés. Et bien fait la casette pour Aubameyang. La possibilité, oui. Eh oui. Alors là, Pierre-Emerick Aubameyang vient de baisser le feu sous le chaudron de Mestalia. Encore une fois, le tandem qui fait des ravages. Lacazette avec Aubameyang. Et le grand bond de Pierre-Emerick Aubameyang. Gaïa a du répondant. Et c'est Aubameyang qui a le dernier mot. Torreira avec Lacazette. Le retour de Piccini. Lacazette toujours. Lacazette encore. Alexandre Lacazette. Le personnel bien en place. Ouais, il ne trouve pas de solution. Obligé ça. Voilà une très bonne solution. Palero Provas en retrait. Rodrigo. Oh, Gamero. En plusieurs temps. C'est bon, c'est bon pour Kevin Gamero. De la réussite, mais ça passe. Alexandre Knight. Premier poteau. Oh oui. Aubameyang. Alors là, Aubameyang et Arsenal
Arsenal fonce vers Bakou. Arsenal qui va se déplacer à Burnley dimanche. Oh là 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 là. Quel but de Pierre-Emerick Aubameyang. Une frappe étincelante. Le Arsenal de Petr Cech qui esquisse un sourire parce qu'Arsenal était la meilleure équipe sur cette double confrontation. Les Gunners auront le privilège de disputer la finale de cette Europa League à Bakou. Et oui, la finale aura lieu du côté de Bakou et Arsenal a déjà validé son billet. On va regarder ce qu'il en est dans l'autre rencontre qui opposait Chelsea à l'Eintracht Francfort. Au match aller, les Anglais avaient fait un match nul, 1 but partout du côté de l'Allemagne. Et Chelsea a fait 1 but partout à la fin du temps réglementaire. Après les prolongations, toujours 1 but partout. Et finalement, c'est au tir au but que Chelsea se qualifiait 4 tirs au but à 3. Un club anglais de plus. Et ça sera encore une confrontation entre Chelsea et Arsenal pour la finale. Et je vous propose d'écouter justement le résumé entre Chelsea et Francfort. Ce coup franc raté a suscité l'acclamation des fans de Chelsea. Au niveau de la défense, avec un David Luiz en garde du corps sur Luka Jovic, à l'arrivée de Dani da Costa. Oh, superbe geste. Un ballon dévié au premier poteau, surtout sauvé quasiment sur la ligne pour repousser l'échéance. Hazard super vers l'avant, vers Loftus-Cheek, pourquoi pas y aller tout seul, Loftus-Cheek évidemment, comme un grand qu'il est devenu cette saison, comme un grand qui lui a permis d'être un titulaire désormais aux yeux de Mauricio Sarri. Chelsea est devant, Chelsea se met dans de bonnes dispositions pour la finale. Lors de cette demi-finale, est-ce que Chelsea est fou? Oh oui, Luka Jovic n'est pas en position de jeu. Oh, le premier pas vers l'exploit, il est là. Il est venu d'un coup de patte du meilleur buteur de cette compétition désormais, la pépite Luka Jovic. Eden Hazard pour un dribble face à un joueur, Eden Hazard. Zappacosta. Frappe de Zappacosta. Ouh, ce ballon relâché par Kevin Trapp, attention. D'ici 20 minutes. Oh, l'accélération de Philippe Kostic au deuxième poteau, Sébastien Haller. Oh, David Luiz. Merci, monsieur David Luiz. Au bout de son pied droit. Bakou. Et si c'était ça son cadeau d'adieu? Eden Hazard. Un billet pour Bakou. Un billet pour la finale de l'Europa League. C'est fait. Chelsea ira en finale le 28 mai prochain. Oui, c'est Eden Hazard qui a donc transformé le penalty qui envoie Chelsea en finale de cette Europa League qui aura lieu, comme vous l'a rappelé tout à l'heure, du côté de Bakou. Et bien justement, on va l'écouter, Eden Hazard. Sera-t-il encore londonien la saison prochaine? Il répond pas vraiment, faut attendre encore un peu. Je sais pas, honnêtement, comme je l'ai dit juste avant, ça pourrait l'être, peut-être pas. Voilà, il y a beaucoup de choses qui se disent en ce moment. Moi, j'attends. Le plus important, c'est d'être bon sur le terrain, d'aujourd'hui, c'était de se qualifier. Voilà, c'est juste ce que j'ai en tête, c'est de ramener un trophée à Chelsea. Et si je pars, j'espère partir avec un trophée. Et si je pars pas, j'ai encore une année à faire, donc on verra ce qui se passe. Non, j'ai déjà fait contre Watford, comme c'était le dernier match à domicile. Mais non, après, peu importe ce qui se passe. Voilà, j'espère que les supporters sont contents de moi. Pendant 7 ans, j'ai donné le maximum. Tu as une banderole ici, hein. C'est rare d'avoir une banderole. T'as vu John Terry, Frank Lampard, Didier Drogba, c'est beau. Hein. Ah non, j'espère qu'ils vont la garder, qu'ils vont pas l'enlever quand je partirai. mais non, c'est bien. Je pense que j'ai beaucoup donné pour ce club. Ce club m'a donné beaucoup. Voilà, après, comme je dis, peu importe ce qui se passe, Chelsea ce sera toujours mon club. Lille, ça a été mon premier club, mais Chelsea, c'est là où j'ai pu vraiment m'exprimer sur la scène européenne. Donc voilà, on verra ce qui se passera. On verra ce qui se passera, il nous donnera sa réponse bien plus tard. Bien évidemment, on l'envoie du côté du Real Madrid, du côté de chez Zinedine Zidane. Allez, des petites stats justement, ce choc Chelsea-Arsenal, alors avec un bilan face à un compatriote anglais en compétition européenne. Arsenal est pour le moment à 0 victoire, 2 nuls et 4 défaites.
Et Chelsea, lui, par contre, est à 6 victoires, 7 nuls, 4 défaites. Donc, en tout cas, si on rapporte ça un petit peu avec ses stats, on peut dire que Chelsea est donné vainqueur. Mais en tout cas, rien n'est fait car cette équipe d'Arsenal a beaucoup d'atouts justement dans son équipe. Et c'est vrai qu'en compétition nationale, les deux formations elles se sont affrontées à 197 reprises. Hein. Bon, la première fois avait lieu en 1907. Arsenal s'était imposé 77 fois et Chelsea 63 fois pour 57 nuls. Bon, pour le moment, les Gunners ont remporté un seul des 8 derniers affrontements face à Chelsea. Donc, on verra, c'est une finale, donc on part 50-50 généralement. Bon, on est chaud là, Fred, là. Oui. Parce qu'on va monter en température là, parce que on sait que c'est le dernier match de Sochaux, mais on en parlera juste après. On va faire on va déjà aller en Ligue 1. Mais on va faire justement un petit championnat tour. étranger aussi. C'est ça, vite fait un petit tour des championnats étrangers. Après, on ouvrira la page Ligue 1 et bien évidemment la page sur le FC Sochaux Montbéliard et surtout la Ligue 2. En vous donnant les quelques résultats, tout d'abord au championnat d'Angleterre, car c'est terminé, je crois. Hein. C'est la dernière journée, c'est ça, Fred? C'est la dernière journée, oui. C'était la dernière journée. Avec Manchester City qui est champion d'Angleterre. Qui est champion d'Angleterre, c'est vrai. À un moment donné, Liverpool était champion et ensuite... Ça s'est joué à peu de choses, hein, on peut dire, entre les deux. Ça s'est joué à peu de choses, mais en tout cas, c'est City qui est champion d'Angleterre. Bravo Citizen. C'est ça, bravo aux Citizen et bravo à Pep Guardiola. On va vous donner justement les scores de cette 38e journée. Tous les matchs avaient lieu en même temps à partir de 16h. Liverpool avait battu Wolverhampton 2-0. Tottenham et Everton 2 buts partout. West Ham est allé s'imposer du côté de Watford 4-1. Manchester City s'est donc imposé face à Brighton. Donc c'était à l'extérieur 4-1. Newcastle est allé battre Fulham 4-0. On a également donc Chelsea qui a fait match nul à Leicester City 0 partout. Manchester United s'est incliné chez lui face à Cardiff City. Southampton et Huddersfield, un but partout. Crystal Palace a battu Bournemouth 5-3. Et Arsenal est allé s'imposer du côté de Burnley 3-1. Au classement, Manchester City, donc champion d'Angleterre, avec 98 points, 1 point d'avance sur Liverpool 97 qui est deuxième. Troisième, Chelsea 72 points. Quatrième, Tottenham 71. Ça se tient. Hein. Sixième, Arsenal 70. Et on retrouve un peu plus loin. Sixième, Manchester United avec 66 points. En bas de classement, Cardiff City, Fulham, Huddersfield. Tu vas me confirmer, Fred, relégué. Et puis au classement des buteurs, donc Pierre-Emerick Aubameyang avec 22 buts, à égalité avec Sadio Mané donc de Liverpool et Mohamed Salah de Liverpool. Sachant que Mohamed Salah n'avait pas pris part à la demi-finale face à Barcelone. On passe à l'Espagne. L'Espagne, c'est pas à la fin. L'Espagne, c'était la 37e journée avec... C'est la semaine prochaine, la dernière journée. En somme logique. Hein, c'est ça, la 38e journée. L'Atlético Madrid et le FC Séville font match nul, 1 but partout. La Real Sociedad a battu le Real Madrid 3-1. Le Rayo Vallecano s'est incliné chez lui face au Real Valladolid 2-1. Le FC Valence a battu Alaves 3-0. L'Espagnol Barcelone est allé s'imposer du côté de Leganés 2-0. L'Athletic Bilbao a battu le Celta Vigo de Riyad Boudbouz 3-1. Le FC Barcelone a battu Retafe 2-0. Villarreal a battu Eibar 1-0. Levante est allé battre Gérone 2-1. Et Betis Séville a battu le SD Huesca 2-1 au classement. Barcelone champion depuis quelques temps déjà, 86 points. Deuxième, l'Atlético Madrid 75. Troisième, le Real Madrid 68. Et quatrième, le FC Valence 58 points. On retrouve Retafe 5e et le FC Séville 6e. En bas de classement, on retrouve 18e Gérone avec 37 points. Le Rayo Vallecano 31 points. Et le SD Huesca 30 points. Déjà, les deux dernières équipes sont déjà reléguées. Lionel Messi, classement des buteurs, 34 buts. Suarez, deuxième, 21. Et Karim Benzema, 21 également. C'est fini pour l'Espagne. On va direction l'Italie. On traverse la Méditerranée d'ouest en est. Exactement. Là, on va descendre en ouest, de nord au sud. Là, on va partout. On va s'intéresser au calcio avec la 36e journée, au calcio plutôt. Calcio, journée, oui. Calcio, c'est pas calcium, c'est presque calcium. C'est pas une calzone, pas une calzone, c'est pas une. Ou calcium. Une pizza, oui. Ah, du calcium, oui, il va nous en falloir. Le calcio, parce que là, on est en train de. On est au taquet là, on est au taquet. C'est la dernière journée en Ligue 2. On est au taquet. Alors on va s'intéresser à la 36e journée. C'est l'avant-dernière émission de la saison pour nous. avec le Milan AC qui est allé s'imposer du côté de la Fiorentina 1-0. Lazio de Rome est allé battre Cagliari 2-1.
L'Atalanta Bergame a battu le Genoa 2-1. Ce dimanche, Torino a battu Sassuolo 3-2. L'Udinese a battu Frosinone, est allé battre Frosinone 3-1. L'Empoli est allé battre Sampdoria de Gênes 2-1. Naples est allé battre Spal Ferrara 2-1. Et l'AS Rome a battu la Juventus de Turin 2-0. Au classement, la Juve déjà championne depuis quelques temps, 89 points. Deuxième, Naples, 76 points. Troisième, l'Atalanta Bergame, 65. Quatrième, l'Inter Milan, 63. Cinquième, l'AS Rome, 62. Sixième, le Milan AC, 62. En bas de classement, on retrouve 18e Empoli, 35 points. Frosinone, 24 points. Et Chievo Vérone, 15 points. Les deux dernières équipes déjà reléguées au classement des buteurs. Cagliarella de la Sampdoria de Gênes, 26 buts. Zapata de Bergame, 22. Et Cristiano Ronaldo, 3e avec 21 buts. On s'intéresse maintenant, on part direction l'Allemagne avec toutes les rencontres qui avaient lieu pour cette 33e journée. On va commencer par le Borussia Mönchengladbach qui est allé battre, je le prononce bien maintenant, est allé battre Nuremberg 4-0. Hanovre a battu Fribourg 3-0. Stuttgart a battu Wolfsburg 3-0. Le Hertha Berlin est allé battre Augsbourg dans une partie où il y a eu des buts, 4-3. Le Bayer Leverkusen et Schalke 04 un but partout. Le Werder de Brême est allé battre Offenheim 1-0. Le RB Leipzig et le Bayern Munich 0 partout. Le Borussia Dortmund a battu Fortuna Düsseldorf 3-2. Mayence est allé battre Francfort 2-0. La dernière journée promet d'être épique en Allemagne, n'est-ce pas Fred ? C'est serré entre le Bayern et le Borussia, donc... C'est ça, parce que le Borussia Dortmund, s'il gagne et que Bayern ne gagne pas, c'est son champion. Mais si le Bayern gagne, c'est terminé, c'est le Bayern qui est champion. Donc il y aura... Généralement, c'est... Habituellement, ces dernières années, le Bayern avait beaucoup d'écart ces dernières années. C'est ça, c'est la première fois où il y a peu d'écart. C'est vrai que tu fais bien de le souligner, c'est assez rare en Allemagne. Avec Lewandowski qui est donc à 22 buts, Paco Alcacer de Dortmund 18 et Jovic de l'Eintracht Francfort avec 17 buts. Direction nos voisins suisses. Donc on traverse les Alpes qui séparent l'Allemagne et la Suisse, quoi. C'est ça, je regarde, oui, parce que oui, on était bien le dimanche 12 mai. Oui, c'était hier. Donc. C'est ça, donc on va déjà parler des matchs qui avaient lieu le samedi 11 mai avec le FC Zurich qui est allé battre Neuchâtel Xamax 2-1. Le FC Thun a battu Lugano 1-0. Le Young Boys de Berne, Berne. A battu le FC Bâle 3-1. Saint-Gall de Peter Zedler a battu le FC Sion 2-1. Et Lucerne Grasshopper Zurich, le match a été reporté. Et n'oublions pas que le Servette remonte en Super League. Super League la saison prochaine. C'est une belle chose car c'est un club aussi. C'est le troisième club remonte dans la première division suisse. Oui, puis c'est un club avec aussi. Xamax et Sion, donc. C'est un club historique du championnat de Suisse, donc c'est une belle chose qu'il remonte en Super League. Au classement, Berne est premier avec 85 points. Deuxième, le FC Bâle, 62 points. Troisième, Thun, 43. Saint-Gall, quatrième avec 42 points. Et dernière position, 10e, Grasshopper Zurich avec 24 points. Guillaume Moirot, classement du buteur, 21 buts. Sorgic du FC Thun, 15. Et Nuzolo, Neuchâtel Xamax avec 14 buts. Eh bien, je crois qu'on a fait un petit tour d'horizon. Ça fait plaisir qu'un Français puisse être en tête d'un classement de buteur à l'étranger, c'est vrai. C'est ça, ça fait un petit moment. Bon, on va refermer cette page championnat étranger et on va commencer. Attends, on t'entend pas si le micro est coupé. On traverse le Jura pour retourner en France, quoi. C'est ça, de la Suisse, on vient vers la France et on va parler de cette 36e journée de Ligue 1. Mais avant ça, bien évidemment, il y a le jingle qui va bien. On revient sur cette 36e journée en Ligue 1 et on commence déjà ce vendredi avec un match important pour l'AS Saint-Étienne dans son duel avec l'Olympique Lyonnais pour justement cette 3e place en Ligue des Champions.
Et bien finalement, la pression était sur les Stéphanois et ça ne s'est pas très bien passé pour eux car ils s'inclinent justement du côté de Geoffroy Guichard, 1-0, un but de Gaëtan Laborde à la 64e minute de jeu. Le seul but de cette partie, c'est Montpellier qui repart avec les 3 points, ce qui ne fait pas l'affaire des Stéphanois. On va écouter Yann Mvila qui dit simplement on va consolider cette 4e place. Et Gaëtan Laborde, pour l'Europe, il faudra encore gagner les 2 matchs qui restent. Oui, bien sûr. Après, voilà, on savait qu'on avait un joker, on l'a utilisé. Maintenant, il nous reste 2 matchs. Il faut se concentrer sur la 4e place et essayer de gagner ce match pour nous conforter cette place. Au début, on pensait on n'avait pas d'objectif précis. Voilà, après, maintenant, on a eu l'occasion de faire l'Europa League. Maintenant, on est bien placé. C'est dommage de perdre contre un concurrent direct. Mais comme je l'ai dit, il reste 2 matchs. Et voilà, il va falloir en gagner un. Non, c'est juste qu'il y a une très bonne équipe en face. Voilà, on était prévenus. Après, ils ont bien joué le coup. Mais je pense qu'après l'expulsion de Congrès, on pouvait avoir le match en main. Et c'est dommage que Rémi, après, prenne ce cadre rouge. De conforter cette 4e place, oui, bien sûr. Pas l'objectif du club, je discute avec personne, mais pour moi, personnellement, oui, c'est de conforter cette 4e place. Voilà, on a loupé aussi pas mal d'occasions. Et comme je l'ai dit, on est tombé sur une très bonne équipe de Montpellier. Oh, c'est simple, ça va pas être aussi facile que ça, mais on sait que c'est une équipe qui aime bien jouer dans l'espace, donc on essaie de resserrer et jouer les coups à fond. Aujourd'hui, ça a marché pour nous, donc c'est bien. Peut-être pas la concentration, peut-être de la lucidité, parce qu'on a beaucoup donné sur le terrain. Après, c'est vrai que dans ces matchs comme ça, des fois, quand tu mets pas l'occasion, tu te fais punir à la fin. D'ailleurs, on a failli se faire punir, donc on repart avec les 3 points ici. On est encore en course mathématiquement, donc on va le faire jusqu'à la fin. Non, après, on sait qu'il faut faire encore 2 sur 2 sur les derniers matchs, donc on va se focaliser sur Nantes maintenant. On va se focaliser sur Nantes, comme le dit si bien Gaëtan Laborde. On va regarder ce qui s'est passé ce samedi avec la poursuite de cette 36e journée. À 17h, le Paris Saint-Germain se déplaçait du côté d'Angers, où Angers recevait le Paris Saint-Germain. On peut le dire aussi comme ça. Finalement, cette équipe du PSG s'est quand même fait un petit peu bousculer, mais elle a quand même un grand joueur qui s'appelle Neymar. À la 20e minute de jeu, il ouvre le score. Ça fait 1-0. Ensuite, Angel Di Maria, 58e, offre un second but à cette équipe parisienne. Et finalement, Flavien Tate, 88e, Langevin, va réduire le score en fin de partie. Mais c'est le Paris Saint-Germain qui regagne, car ça fait quelques matchs qu'ils n'avaient pas gagné, les Parisiens. On va écouter la réaction de Stéphane Moulin qui lui parle justement, la différence c'est celle d'un grand joueur ce soir. Il parle de Neymar et il disait surtout en conférence de presse, bon vous n'allez pas l'entendre là, mais ensuite il a parlé justement qu'il fallait protéger aussi ce genre de joueur, car c'est pour ça aussi que les gens payent leur billet, c'est pour voir aussi des talents comme Neymar, et c'est vrai qu'on ne peut qu'être d'accord avec lui. Et Thomas Tourelle également qui lui dit c'était important quand même de gagner à nouveau. Ah oui, parce qu'on a perdu et qu'à l'arrivée, on n'était pas loin. Maintenant, voilà, ils ont un joueur de classe mondiale dans leur équipe et il a fait la différence, tout simplement. Après, pour le reste, voilà, j'aurais aimé qu'on marque un petit peu plus tôt. On a marqué un petit peu tard, mais bon, voilà, on a eu beaucoup de difficultés à récupérer le ballon parce qu'ils ont quand même cette maîtrise qui les caractérise et qui fait mal sur le plan physique et sur le plan moral. C'est pas passé loin, ils ont quand même souffert, mais pas suffisamment pour les faire chuter. J'ai senti qu'on manquait un petit peu de gaz, comme on dit aujourd'hui. C'est assez rare pour le souligner chez nous, mais je pense que les garçons ont beaucoup couru pour récupérer ce ballon et qu'à un moment donné, évidemment, il nous en manque un petit peu pour aller vers l'avant. Moi, je sais pas, c'est très simple, hein, quand il y a 3 minutes 30 pour tirer un penalty, plus 5 changements, ça fait 2 minutes 30, ça doit faire 6 minutes, ça fait pas 4. Donc évidemment, quand ils sont sur le reculoir comme ils le sont et qu'on nous ampute le match de 2 minutes, on sait jamais ce qui peut se passer, ils étaient quand même pas bien. Et je parle même pas, après, c'est le jeu, mais de tout le temps qu'ils ont pris pour... Mais bon, quand, je dirais, on a eu une complaisance de l'arbitrage et ils en ont profité, ils ont bien raison. La seule différence, il faut faire attention parce que
quand ils jouent la Ligue des Champions, ils ne sont pas arbitrés comme ça. Et je pense que ça les surprend parfois. Donc je pense qu'il faudrait aussi les habituer à ce qu'ils soient arbitrés comme chez les grands. Ah oui, parce qu'on a pensé que c'est pas comme ça. On a pensé que c'est penalty, oui, parce que c'est une faute, mais à notre avis, c'était une nouvelle règle que c'est pas un carton rouge avec un penalty. Et ok, l'arbitre a expliqué, mais je ne compris pas. Ok. Oh oui, c'était pas un grand match, mais un match avec beaucoup de minutes que nous avons joué bien, mais aussi des minutes avec trop d'occasions pour Angers. On doit améliorer normalement. Je veux qu'on continue de jouer après un 2-0. Et ok, c'est pas notre meilleure phase maintenant, mais c'était important de gagner, on a fait ça. On a fait ça, qu'il a dit Thomas Tourelle. Oui, ils ont gagné les Parisiens. Oui, Fred, tu voulais dire? C'était le dernier match de la saison pour Neymar, après, puisqu'il va être suspendu 3 matchs à cause de son altercation. Geste en finale de Coupe de France, oui. C'est ça? Et oui, c'est ça, un vilain geste. Et également, on va maintenant, oui, le Neymar ne sera pas là pour la dernière rencontre. Les deux derniers matchs. Les 2 derniers matchs, pardon. Déjà à Dijon pour le dernier match à domicile du côté du Parc des Princes. Direction Nîmes, cette fois-ci le Stade des Costières où Nîmes recevait Monaco. Un seul but dans cette rencontre, il est l'œuvre de Renaud Ripard, 9e minute de jeu sur un bon centre ou un corner, je me souviens plus de trop, en tout cas c'est une belle tête décroisée et ça finit au fond des filets de cette équipe de Monaco. Monaco, attention, Monaco qui est concerné par le maintien également. On va écouter justement le gardien Bernardoni, mais j'ai oublié son prénom, tu vas bien me le rappeler Fred. J'ai oublié, il dit simplement on joue dans un stade plein depuis le début de saison et on va tout faire pour finir le plus haut possible. Et Leonardo Jardim, on a un match très important le week-end prochain et c'est vrai que cette équipe de Monaco est quand même mal embarquée, elle pourrait finir barragiste. Ouais, on savait qu'il nous restait 2 matchs à domicile, on savait qu'on va faire 2 fois guichet fermé. C'est des ambiances comme ça qui sont, ce que je disais à Gaëtan Huard en début de match, on a la chance d'avoir joué à guichet fermé toute l'année. Et c'est vraiment quelque chose qui est très agréable et je pense que ce supplément d'âme, le public nous l'apporte et nous aussi par notre folie. Alors des fois par notre naïveté aussi, hein, on est assez naïf par moment, mais j'ai envie de dire que ce match-là, en début de saison, on l'aurait peut-être pas gagné et aujourd'hui on a réussi à le gagner et c'est vraiment très très bien et c'est positif. Connaissant leur qualité, non, parce que je les vois tous les jours à l'entraînement. Mais après, pour être très sincère, j'ai l'impression qu'on est tous en train de progresser. On est une équipe jeune, on découvre la Ligue 1 pour la plupart, il faut être honnête aussi. Et très sincèrement, c'est super agréable. Il y a cette insouciance qui est aussi présente, c'est clair. Mais on arrive à créer des résultats comme ça parce que ça reste Monaco, ça reste vraiment une grosse équipe. Et on garde les Costières, on gagne encore aux Costières, donc c'est vraiment bien. Et donc maintenant, il nous reste 2 matchs. Et pour essayer de terminer le plus haut possible, donc on va se battre jusqu'au bout. Nous continuons notre chemin de l'objectif de maintien. Bien sûr que nous avons perdu l'avantage, que nous avons gagné le mois de mars. Aujourd'hui, bien sûr que Monaco dépend toujours de ses propres, de lui. Mais bien sûr que la victoire a besoin d'arriver. Nous avons un match capital déjà à la maison le prochain week-end. C'est Leonardo Jardim, mais oui, son équipe est concernée par le maintien et ce n'est pas encore terminé. On va du côté de l'Alliance Riviera et on va du côté de Nice. Nice qui recevait une équipe de Nantes qui marche bien pour le moment. Finalement, match nul, 1 but partout dans cette rencontre. C'est pourtant les Nantais qui ouvrent le score par Moutou Sami à la 29e minute de jeu. Et c'est finalement Sarr à la 55e minute de jeu qui égalise pour cette équipe de Nice. On va écouter l'entraîneur niçois Patrick Vieira. Lui, il reste sur le fait qu'on va retenir juste la réaction de l'équipe niçoise en seconde période. Et Vaïd Alilodzic du côté de Nantes.
Un match nul mérité avec un superbe arrêt, et oui, il faut le souligner, de Maxime Dupé, le gardien nantais, juste en fin de match, qui aurait pu coûter, en tous les cas, la défaite à cette équipe de Nantes. Oui, on va seulement retenir la bonne réaction de la deuxième période, parce que cette première mi-temps a été très compliquée pour nous. Cette équipe de Nantes nous a posé énormément de problèmes. Ça a été très compliqué pour nous, mais on a su réagir en deuxième période et on aurait pu gagner le match à la fin. Mais dans l'ensemble, ce match nul est plutôt mérité. Oui, il fallait apporter apporter un joueur un peu plus sur le plan offensif, et c'est pour ça que j'ai décidé de faire reculer Youssef et que Bassem, parce que Youssef est beaucoup plus offensif qu'Andy Pelmar. Mais c'est vrai que ce qui m'a plus dérangé dans cette première période, c'est le manque de rythme, le manque d'engagement, et je pense qu'on a été un peu trop en dedans. Et cette seconde période a été beaucoup plus animée, a été beaucoup plus positive. On a réussi à revenir au score, et là on a commencé à jouer un peu plus. Bon, je pense que cette série n'était pas interrompue, c'est très bien. Je pense qu'on a fait super premier mi-temps, on a beaucoup maîtrisé le jeu, on a marqué. Dommage, deuxième mi-temps, on a un petit peu reculé, peut-être un petit peu fatigue, mais je pense que le match qu'on a fait, c'est tout à fait satisfaisant et on mérite cette. Match nul malgré arrêt penalty fantastique de Max à la dernière minute, dernière seconde de match. Deuxième mi-temps, Nice il a poussé un petit peu, il a mis pression sur l'arbitrage aussi, il a essayé de provoquer quelques coups francs, après avec quelques actions individuelles avec Samaxima et côté droit, petit, comment ça s'appelle, Attal, non? Attal, ils ont posé quelques problèmes, mais on avait une super occasion, on avait poteau, le but il était vide pour Khalifa, on avait deux aussi occasions. On ne peut même gagner ce match parce que Nice, sauf un, deux coups francs et quelques actions individuelles, ils n'ont pas fait autant d'occasions comme nous, je pense. Oui, Youssef Attal, c'est Vahid Halilhodžić. Il faut suivre un petit peu, on en a parlé la semaine dernière, ici même. Oui, c'est un super joueur, bien évidemment, qui ira sans doute dans un grand club à l'avenir. On va maintenant s'intéresser, on vient un petit peu plus près de chez nous, du côté de Dijon. Dijon qui recevait Strasbourg et Dijon qui devait absolument s'imposer dans cette rencontre. Et c'est chose faite pour les hommes d'Antoine Comboré avec Tavares, 40e minute de jeu sur penalty, qui n'est pas marqué depuis de longs mois. Je pense que ça va lui faire du bien au moral. Et c'est pourtant Ludovic Ajorc à la 68e minute de jeu qui va égaliser. Strasbourg revient dans le jeu. Strasbourg a des occasions également, mais c'est finalement le Coréen Kwon Chang-un qui, à la 90e minute de jeu, délivre le stade de Gaston Gérard et surtout offre 3 points très très importants dans la lutte pour le maintien à cette équipe de Dijon qui veut finir au mieux barragiste, car ça peut encore s'en sortir, hein. Rien n'est encore fait, il suffit de gagner les 2 derniers matchs et que les résultats soient favorables pour elle. Mais je vous propose d'écouter tout de suite la réaction du coach dijonnais Antoine Comboré qui lui reste sur le fait qu'il nous reste encore un espoir, il faut gagner les 2 derniers matchs. C'est Thierry Lauré, on a eu des occasions pour l'emporter, mais au final, on perd. J'allais dire, c'est pour ça qu'on fait ce sport, c'est pour ça qu'on joue au foot, c'est pour vivre des émotions intenses. Ouais, j'ai beaucoup aimé la réaction des joueurs, mais surtout j'ai beaucoup aimé cette volonté d'aller de l'avant, malgré la difficulté, malgré une équipe de Strasbourg qui est venue jouer le jeu, jouer le coup à fond. On a été capable, voilà, dans les arrêts de jeu, j'allais dire au bout de la nuit, d'aller arracher cette victoire. Alors est-ce qu'elle était méritée, j'en sais rien, mais en tout cas, c'est la victoire de l'espoir. Victoire d'un groupe qui ne lâche pas. On est conscient qu'on a fait un mauvais championnat, mais on a l'occasion, voilà, sur les 3 derniers matchs, avec celui de Strasbourg là, ce soir, de grappiller le maximum de points. On va tout faire pour gagner nos 3 derniers matchs
On a pris un peu plus de risques pour revenir au score. On était mené, donc fallait forcément prendre un peu plus de risques. Enfin, c'est pas qu'on prenait pas de risques, mais fallait faire rentrer des garçons qui nous apportent un peu plus de liant dans le cœur du jeu, et puis de percussion devant aussi. Et c'est vrai que on a eu encore une fois suffisamment d'occasions pour pouvoir l'emporter. Donc moi je suis doublement déçu parce que c'est même pas. Si on avait fait match nul, on avait de quoi être déçu, mais là perdre c'est encore pire, quoi. Donc c'est toujours regrettable de perdre un match que tu aurais pu gagner, quoi. Donc au-delà du fait qu'on est tombé sur un très bon gardien de but, on a eu quand même pas mal de situations pour pouvoir faire grandir le score, mais bon, voilà, c'est comme ça. Qu'est-ce que je te dis maintenant que c'est fini, on peut plus rien y faire. Maintenant que le match est terminé, bien évidemment, Thierry Lauré, on ne peut plus revenir en arrière. Là-dessus, il n'a pas tort. On va maintenant s'intéresser à Amiens qui recevait Toulouse. Bon, pas de but dans cette rencontre. 0 partout, un match bien verrouillé. On va écouter Christophe Pélissier qui, lui, parle toujours de ce problème d'efficacité. Et voici la réaction de Max-Alain Gradel du côté de Toulouse. Ce soir, nous prenons un très bon point. Nous savons que ce déplacement à Amiens n'allait pas être facile, que leur public allait mettre le feu. Ce n'était pas évident, mais le plus important est d'avoir réussi à prendre ce point, le contrat à la fin. Le plus important pour nous dans ce match était de ne pas perdre. Nous avons tenté de jouer à fond les quelques coups que nous nous sommes procurés. Amiens est une équipe très physique, notamment à domicile. Nous avons tenté de jouer avec nos qualités. C'est un très bon point de prix ce soir. Nous ferons tout pour fêter le maintien à la maison au Stadium. Samedi prochain face à l'OM, oui. Mais nous aurions préféré qu'il soit officialisé dès ce soir, même à l'extérieur. Eh bien, c'était Max-Alain Gradel de Toulouse. Je vous propose d'écouter Christophe Pélissier d'Amiens. On savait que c'était une équipe qui était défensivement très forte et qui s'appuyait beaucoup sur leur individualité, que ce soit Gradel ou Dosevi et surtout les coups de pied arrêtés. Donc je pense que sur le plan défensif, je ne peux rien reprocher aux garçons ce soir. On les a tenus loin de nos buts, on a concédé très peu de coups de pied arrêtés. Et malheureusement pour nous, on n'a pas pu concrétiser notre domination par des fois mauvais choix ou manque de justesse technique sur le dernier geste qui ne nous a pas permis de l'emporter, qui je pense aurait été quand même logique vu notre emprise sur le match. Ouais, c'est récurrent, ça fait 3 matchs à la maison où on a cette domination, où on n'arrive pas à avoir le petit déclic, le fait d'ouvrir le score qui pourrait nous libérer parce que voilà, on ne peut pas faire plus. J'étais avec pratiquement 5 attaquants sur toute la dernière demi-heure, tout le monde est rentré, on a mis tout ce qu'on pouvait sur le... Mais voilà, on n'a pas ce petit brin de réussite aussi. Il y a des ballons qui sont déviés, qui puissent nous permettre de prendre 3 points. On en a bien besoin. Espérons que sur les 2 derniers matchs, on ait ce petit brin aussi de réussite qui tourne en notre faveur. Eh bien, on l'espère en tous les cas pour les hommes de Christophe Pélissier et cette équipe d'Amiens qui devrait se maintenir sans trop de problèmes. Mais attention, Amiens est 16e avec 35 points, mais bon, ça devrait quand même aller pour les hommes de Christophe Pélissier. On va s'intéresser maintenant à un autre candidat, justement, qui est barragiste à l'heure actuelle, c'est Caen qui recevait le Stade de Reims, en tout cas Caen qui n'était pas barragiste avant, mais Caen qui est depuis barragiste en ayant battu le Stade de Reims 3-2. Ça commence déjà par Ninga, 14e minute de jeu. Ensuite, c'est Doumbia qui va égaliser pour Reims à la 37e. Avant que Faisal Farj, qui a... Je ne sais pas comment on peut prononcer. Faisal Farj. Bon, on va le prononcer comme ça, j'espère qu'il ne m'en voudra pas. Et 40e minute de jeu qui donne l'avantage au Canet. Et ensuite, c'est Gilbert, 45e, qui donne le 3-1. On se dit que quand on va se diriger vers une victoire, ça sera fait. Mais Harbert Zenelli, 82e, super joueur. Hein. C'est vraiment un très bon joueur qui arrive du championnat néerlandais. Comme quoi, on peut aussi aller chercher de bonnes pioches du côté du stade de Reims. Et c'est vrai que ce joueur va réduire le score sur pénalty, mais ça ne suffira pas pour les Rémois qui s'inclinent 3-2. Voici la réaction de David Guillon du stade de Reims. On a débuté le match timidement, on a souffert devant l'impact et le jeu direct des Canets. C'était leur force, c'était identifié pourtant. Et c'est un regret de prendre des buts comme ça. On a été absent en 5 minutes, de la 40e à la 45e minute de jeu. Avec ces 2 buts encaissés alors qu'on revenait bien dans le match, on les a remis dedans. On a réussi à les faire douter, mais pas suffisamment longtemps. On a manqué d'engagement, de détermination sur la première période. Cette série sans victoire est difficile à vivre. On voulait vraiment la rompre, mais on n'a pas mis les ingrédients qu'il fallait au départ. La responsabilité nous incombe totalement.
Et là, on va écouter le gardien de but de cette équipe de Caen qui a fait lui aussi un grand match et qui fait de très très bons matchs depuis quelques semaines, Brice Samba, qui lui revient sur le fait que cette équipe de Caen va se battre jusqu'au bout. Non, je dirais pas grand gardien, honnêtement. Donc, c'est que ma première saison, vous savez. Moi, j'essaye de faire mon maximum à chaque match. C'est vrai que ça me réussit plutôt bien ces derniers temps. Voilà, grâce à Dieu, je tiens à remercier mon Dieu parce que moi, je suis quelqu'un de très croyant, donc c'est très important. Non, j'ai été critiqué, Vous avez souffert de ça ou pas? Honnêtement, non, parce que moi, je suis quelqu'un de fort mentalement. Après, j'entends. Comme tout le monde, je pense. Donc après, non, ce sont des choses qui arrivent. C'est le football qui est comme ça. Il y aura des critiques, il y aura des applaudissements, on fera jamais l'unanimité. Même Dieu ne fait pas l'unanimité. Donc c'est pas moi qui vais faire l'unanimité. Donc non, moi j'essaie de faire mon boulot comme je peux, honnêtement. Donc après, ça me réussit en ce moment. Je suis en train de récolter les fruits de mon travail, parce que je travaille au quotidien avec Hervé Sekli. On a une belle bande de potes avec Erwin Zelasny et Thomas Callens. Je tiens à féliciter aussi. Donc non, parce que ça n'a pas été facile pendant le début de saison. Mais bon, c'est comme ça, c'est dans ces moments-là qu'on voit des hommes. Donc je pense que j'ai assez confiance en moi. Donc voilà, je fais mon maximum en tout cas pour être performant. C'était Brice Samba, le portier de cette équipe de Caen. On va maintenant s'intéresser aux 3 rencontres qui avaient lieu ce dimanche, avec tout d'abord Rennes qui recevait Guingamp. Guingamp qui devait absolument s'imposer pour justement rêver, on va dire entre guillemets, d'un maintien. Et finalement, un but partout, un but inscrit par les Rennais, par Ismail Assar, 15e minute de jeu. Ensuite, c'est Mendy, 87e minute de jeu, qui offre l'égalisation au Guingampais. Et en fin de match, Marcus Thuram a la balle de match. Mais il rate son penalty et finalement Guingamp est relégué officiellement en Ligue 2 la saison prochaine. C'est toujours très difficile et bien évidemment on comprend ce qu'a dû ressentir Marcus Thuram à la fin de cette rencontre. Et on va écouter Hatem Ben Arfa, lui qui revient sur le manque d'ambition, mais dans le jeu de cette équipe de Rennes, ça le dérange un petit peu. Et Jocelyn Gourvenec qui annonce qu'il restera tout de même la saison prochaine, même en Ligue 2. Je pense qu'aujourd'hui Guingamp méritait de gagner même ce match, parce que je pense qu'ils ont déployé un meilleur jeu que nous. Ils ont poussé, ils ont réussi à créer du jeu. Et en deuxième mi-temps, on a complètement laissé le ballon à l'adversaire. Et c'est pas parce qu'on a été 10 contre 11 qu'ils sont revenus ou qu'ils auraient pu gagner, c'est parce que dans le jeu, ils étaient beaucoup plus ambitieux que nous et dommage pour eux parce que si je pense qu'ils auraient joué comme ça toute l'année, peut-être ils n'auraient pas eu ce destin, mais voilà, c'est le football. Mais bon, on va pas parler d'eux, c'est tant pis pour eux. Mais ce qui est important, c'est nous et ce qu'on produit comme jeu. Parce que ce qu'on produit comme jeu, c'est dans l'état... C'est pas dans l'état d'esprit, c'est plus... comment on peut dire ? On n'est pas assez ambitieux, on est peureux, on va dire. On est peureux et ça, il faut que on nous le transmet d'une façon à être plus conquérant. Il ne faut pas qu'on nous transmet. On joue à domicile, on joue contre les derniers, on a une belle équipe. Il faut qu'on nous transmette des choses pour aller attaquer, pas pour défendre notre but à chaque fois. Et aujourd'hui, c'est le cas, c'est qu'on nous dit toujours de défendre avant d'attaquer. Et aujourd'hui, c'est le résultat, parce que c'est interdit de se faire revenir au score comme ça et de presque perdre le match. Je trouve qu'on a fait un gros match parce que c'était pas évident. Les autres avaient joué hier. On connaissait les conséquences d'une non-victoire et c'était difficile psychologiquement dans la préparation, mais les joueurs ont répondu présent. On a fait une très belle entame de match et on prend malheureusement ce but sur une erreur. Mais on est resté mobilisé, on est resté dans notre match. On a fait des ajustements à la mi-temps et en cours de deuxième mi-temps et on a pris le dessus sur Rennes. Voilà, la déception de ne pas réussir notre coup aujourd'hui, elle est grande parce qu'il y a des conséquences. Oui, bien sûr. J'ai mesuré, en faisant le choix de revenir au club, j'ai mesuré que cette possibilité-là, il y avait énormément de retard quand je suis arrivé. 7 points, c'est très très peu et je savais très bien que la mission serait difficile. Je savais aussi qu'il y avait un risque que l'on n'y arrive pas et même si on a bien amélioré l'équipe,
La preuve est que c'est pas suffisant aujourd'hui pour avoir le nombre de points nécessaires. Mais dans ma réflexion, j'avais évidemment anticipé ça, sinon je ne serais pas revenu. Parce qu'il y avait un risque qui était très important. Et j'assume ça, j'ai ma part de responsabilité aussi, mais je n'ai pas toutes les responsabilités. Et je veux pouvoir corriger ça avec l'ensemble du club, qui est un club solide, avec des infrastructures qui sont de mieux en mieux, et un club qui est très très bien géré sur le plan financier. Un club qui est stable, et c'est sur cette stabilité, en améliorant les choses, qu'on va repartir. Eh bien, on retrouvera Jocelyn Gourvenec la saison prochaine, on l'espère bien évidemment avec Sochaux. L'avant-dernier match avec Lille qui recevait Bordeaux, finalement une victoire de Lille 1-0 qui cette fois-ci sera en Ligue des Champions la saison prochaine. Bon, il devrait l'être, hein, même s'il reste encore 2 journées. En tout cas, cette équipe de Lille le mérite. Un but signé Loïc Rémy, 27e minute de jeu, et plus rien ne sera marqué dans cette rencontre. On écoute la réaction et surtout la joie de Christophe Galtier qui est très heureux, c'est sûr, vu ce que les Lillois ont vécu la saison dernière. C'est vraiment le jour et la nuit. Ils ont su aussi recruter intelligemment et ils s'imposent pour ce dernier match. Et surtout, ils font une superbe saison. Et surtout, il revient sur le fait que ces joueurs sont devenus des grands joueurs. Et il avait réuni tout le monde au milieu du terrain et il leur a dit ça, il leur a dit vous étiez des joueurs la saison dernière, maintenant vous êtes des grands joueurs. Et il était très très heureux et très ému d'ailleurs au micro de chez nos confrères de beIN Sport. Et vous allez écouter également Paulo Sousa qui lui parle justement aussi de cette belle équipe de Lille. Beaucoup d'émotions pour tout le monde. Tout d'abord pour le président, qui l'an dernier on a passé une saison très difficile. Et cette année, il avait décidé de monter une équipe joueuse. Avec des jeunes gamins, c'est difficile à tenir. Et voilà, je suis content pour lui, évidemment, je suis content pour tout mon staff. Je suis fier de mes joueurs. J'ai une pensée pour Luis, qui n'est pas là, qui voyage beaucoup, qui est en train de chercher peut-être des futurs talents pour la saison prochaine. Évidemment que j'ai une grosse pensée pour lui. Luis Campos. Et puis ensuite pour tous ses supporters. Alors, mathématiquement, je pense que c'est pas fait. On verra ce soir le match de 21h. Mais tellement fier d'avoir fait grandir semaine après semaine, match après match, ces jeunes joueurs, les avoir développés et surtout fier d'en avoir fait une belle équipe. Justement, vous parlez d'eux, c'était très touchant. On a entendu ce que vous leur avez dit dans le rond central. Ça aussi, c'était un moment fort, Christophe. Oui, je suis fier d'eux. Ils sont partis de très très loin. C'était des gamins en début de saison avec des cadres référents. Et semaine après semaine, mon staff, on a développé ces gamins. On a développé notre jeu. Et avec mon staff, on est arrivé à en faire une équipe agréablement à diriger. Mais même si aujourd'hui le match a été très difficile, mais je pense qu'il était difficile parce que dans les têtes, on était déjà un peu ailleurs. Christophe, quand vous êtes arrivé ici, vous l'avez rappelé tout de suite, c'est une région qui vous tient énormément à cœur. Forcément, il y a encore plus de fierté ce soir. Elle me tient à cœur parce que les gens du Nord sont des gens magnifiques. Et j'ai en tête, il y a 12 mois, on allait se déplacer à Toulouse pour se battre pour le maintien. Et je me rappelle de tous les messages de soutien que j'avais eus au centre-ville. Et voilà, 12 mois après, c'est vraiment un grand écart. Et voilà, que les supporters soient fiers de ces joueurs-là. Oui, une équipe. Déjà, féliciter Christophe et son équipe pour la classification et aussi pour la qualité de match de son jeu qu'il a pratiqué durant cette saison. Une équipe que normalement, ici, à domicile, je crois que le dernier match, il marque beaucoup de buts, il fait beaucoup de buts. Et pratiquement, cette match, il est équilibré, un match équilibré avec même les mêmes situations de but. Seulement, la différence, c'est 7 goals. La différence, c'est le but pour Paulo Sousa. On va maintenant s'intéresser à la dernière rencontre de cette 36e journée avec Marseille qui recevait l'Olympique lyonnais. Un Olympique lyonnais qui a bien évidemment cette 3e place en ligne de mire qui devait s'imposer du côté du stade Vélodrome. C'est chose faite avec un doublé de Maxwell Cornet, 24e et 86e minute de jeu, et un but de Moussa Dembélé, 84e minute de jeu.
Cette équipe marseillaise a eu bien du mal à exister dans cette rencontre, tant les Lyonnais ont été en tous les cas supérieurs. Et vous allez écouter la réaction de Rudy Garcia. Lui, il est très en colère. D'ailleurs, il ne dit pas tout. Et Jérémy Morel également, qui lui revient sur le fait que mathématiquement, c'est pas encore fait. Bon, en tous les cas, c'est bien engagé pour l'OL. Déception, le mot est faible, je pense. Déception. Donc on fera attention sous le coup de cette frustration et de cet énervement de ne pas en dire trop ce soir. Voilà, on va féliciter les Lyonnais qui ont su se gagner ce match. Je pense que pour nous, le tournant du match est l'expulsion de Tchaleta Tsar. On était, à mon avis, trop timorés en première période. On manquait un peu de vitesse et de profondeur. Par contre, on a très très bien attaqué la deuxième période et pendant 15-20 minutes, on a eu un temps fort suffisant pour égaliser. On ne l'a pas fait et ensuite réduit à 10. C'est devenu très très compliqué. Voilà mon analyse de la rencontre. C'est ce que je leur ai dit à la pause, qu'il fallait se lâcher. Je nous ai trouvé un peu timorés en première. Voilà, je préfère garder l'adjectif que j'ai en tête pour moi sur le premier but qu'on a pris. Parce que c'est une première période qui est plutôt équilibrée. Il ne s'est pas passé grand-chose. Je crois qu'on a eu les meilleures situations. Mais au moins, on a essayé de revenir en deuxième avec beaucoup plus d'allant, beaucoup plus de courses, beaucoup plus d'envie. Et puis, on n'a malheureusement pas su égaliser. L'occasion de Mario, la frappe contrée de Luis. Voilà, il faut aussi un peu de réussite dans ces moments-là. Donc, et après, encore une fois, à 10 contre 11, je pense qu'on peut mieux faire que ce qu'on a fait. Ça sert à rien de courir partout et notamment d'aller presser très haut pour montrer qu'on a envie. Il vaut mieux réfléchir et être mieux disposé un petit peu sur le terrain et se battre à 10. Voilà, j'avais dit que j'en dirais pas plus, donc je vais m'arrêter là. On a bien entamé le match. On a eu une bonne première mi-temps. On a su marquer, on a su gérer aussi notre avance. On a été très très costaud aussi défensivement, donc voilà, avec beaucoup de maîtrise. En deuxième mi-temps, début de deuxième a été un peu plus compliqué pour tout le monde. Donc cette saison, on a eu trop de hauts et de bas et on est capable de gagner contre n'importe qui, mais aussi de perdre contre n'importe qui. Donc voilà, il va falloir être très sérieux samedi contre Caen pour notre dernier match à domicile. Et puis là, auquel cas, oui, effectivement, on aura atteint nos objectifs de Ligue des Champions pour l'année prochaine. Eh bien, on verra si les objectifs sont atteints pour Jérémy Morel et cette équipe de Lyon. Eh bien, on va vous donner justement tout le classement avec le Paris Saint-Germain en tête, bien évidemment. 88 points, déjà champion. Deuxième, Lille, 72 points. Troisième, Lyon, 66 points. Quatrième, Saint-Etienne, 62 points. En bas de classement, on retrouve, attention, 17e, Monaco, 33 points. Égalité de points avec le 18e, donc barragiste, cette équipe de Caen. 19e, Dijon, 31 points. Et 20e, Guingamp, 26 points. Déjà relégué officiellement en Ligue 2. La semaine prochaine, donc samedi 18 mai, donc à la fin de cette semaine bien évidemment, 37e journée avec toutes les rencontres à partir de 21h. Alors on retrouvera Toulouse-Marseille, Strasbourg-Rennes, Lyon-Caen, Montpellier-Nantes, Lille-Angers, Saint-Étienne-Nice, Paris-Saint-Germain-Dijon, Monaco-Amiens, Bordeaux-Reims, Guingamp-Nîmes. Classement des buteurs, Kylian Mbappé 30 buts, Nicolas Pepe 20 buts et Edinson Cavani 17 buts. Eh bien on va refermer cette page Ligue 1. Et on va ouvrir la page